Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Bougouni, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes examine la situation des sinistrés qui occupent certaines écoles. Le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga, qui présidait la rencontre, a demandé aux différents départements d'apporter leur contribution et leurs observations par rapport à la situation. Les autorités poursuivent les efforts de sécurisation des personnes et leurs biens. Un camp militaire vient d'être inauguré à San. Les populations de San accueillent la nouvelle avec beaucoup de joie et pensent que ce camp contribuera à lutter davantage contre les ennemis de la paix. En sport, les Aigles du Mali affrontent ce soir la Guinée-Bissau au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La rencontre est prévue au stade du 26 mars, coup d'envoi 19h. Une rencontre à suivre en direct sur nos antennes radio et télé. Enfin, la chronique du développement du jour nous parlera de la filière avicole ou élevage de la volaille. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a présidé hier la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'heure du jour, la situation des écoles occupées par les sinistrés, les écoles inondées, effondrées ou endommagées. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre a demandé aux différents départements de faire parvenir leurs observations et contributions au ministère de l'Éducation nationale en vue d'enrichir le document fourni par le comité restreint mis en place cette semaine. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. C'est autour des premières conclusions des travaux du comité restreint mis en place auprès du ministère de l'Éducation nationale que s'est tenue cette deuxième réunion en une semaine du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'issue des débats engagés lors de la réunion de ce comité, des propositions de solutions urgentes ont été formulées. Dr Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. La libération des écoles occupées dans les meilleurs délais, l'affinement de la liste des affectés pour y élaguer les centres de développement de la petite enfance, c'est-à-dire les jardins d'enfants, l'affinement de la liste des écoles concernées en y ajoutant les effectifs d'élèves affectés, l'affinement de la liste des écoles concernées en désagrégeant les groupes scolaires en autant d'écoles qui les composent, chaque école étant une entité. L'affinement de la liste des écoles concernées en parlant plutôt de salles de classe. La prise d'action concrète et urgente pour que les ressources puissent être mobilisées et déléguées aux régions dans les meilleurs délais. La délégation des ressources au gouverneur avec les libellés conformes transmis par le ministère de l'Économie et des Finances. À la suite du ministre de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur a évoqué les actions en cours ou menées pour une bonne rentrée scolaire au niveau du supérieur. Le ministère entend beaucoup s'appuyer sur la digitalisation. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part fait cas des inondations des champs et invité les producteurs à penser déjà à la récolte pour éviter les pertes. Quant au commissaire à la sécurité alimentaire, il pense à la reconstitution du stock de sécurité nationale. En saluant le résultat des travaux, le Premier ministre a invité les départements à faire parvenir les observations au ministère de l'Éducation nationale. Dr Choguel Kokalamaïga. Je souhaiterais que vous suiviez votre programme, c'est-à-dire la réunion des techniciens, pouvoir l'exposer au chef de l'État pour qu'il puisse donner les instructions appropriées afin que la question des inondations soit prise à bras le corps comme toutes les autres grandes catastrophes naturelles. A noter que sur la période du 7 au 10 octobre 2024, il a été enregistré 10 cas d'inondation dans les régions de San, Koutiala, Koulikoro et dans le district de Bamako. 18 cas d'effondrement sont recensés dans la région de Koulikoro, 10 dans celle de Koulikoro et 7 dans le district de Bamako. On déplore toutefois 5 cas de perte en vies humaines. Au total, pendant cette période, 73 804 personnes ont été sinistrées. La commune de Zebala, dans la région de Koutiala, a reçu en 24 heures plus de 260 mm de pluie. Lancement hier de l'opération systématique d'immatriculation des parcelles au Mali. La phase pilote concerne les quartiers Zerni,
Médina Kouroua, Kalabankouroua Sud et le district de Bamako et Kalabankoro Plateau dans le cercle de Kati. Elle sera plus tard étendue à d'autres quartiers de Bamako et à l'intérieur du pays. Les explications ont été données au cours d'un point de presse animé par le ministre en charge de l'urbanisme. Le compte rendu de Alousseni Touré. Le nouveau code domanial et foncier de la République du Mali prévoit comme seul document de propriété le titre foncier. Il vise la transparence dans le secteur du foncier. Quant à l'opération d'immatriculation des parcelles, elle va permettre aux usagers d'accéder facilement aux dits documents et contribuer à identifier les parcelles légales de celles qui ne le sont pas. Une commission a été mise en place au sein du département pour piloter cette activité. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Les problèmes fonciers sont multiples et nombreux dans notre pays. Beaucoup de gens en souffrent. Et l'une des solutions à ces problèmes, c'est l'immatriculation systématique. C'est-à-dire que tout détenteur d'une parcelle de terrain, pour prouver sa propriété, doit posséder un titre foncier. Et cette loi a prévu une période de 10 ans pour que les citoyens qui détiennent des titres provisoires, qui, après mise en valeur, peuvent être transformés en titres fonciers. Et que tous les citoyens doivent migrer les titres provisoires vers le titre foncier. Pour cette opération pilote, ce sont les quartiers de Médina Kouroua, Kalabankouroua Sud, Zerni dans le district de Bamako et Kalabankoro Plateau qui sont concernés. Elle sera étendue à l'ensemble du pays. Un géomètre va se présenter. Ces géomètres, ils seront munis de ce qu'on appelle une réquisition, donc un ordre de mission qui leur permettra de faire ce travail. C'est la seule chose qu'on demande aux citoyens. Vraiment, leur collaboration, leur compréhension, que s'ils voient un géomètre qui vient, c'est uniquement pour délimiter la parcelle. À la fin du processus, l'ensemble des parcelles légales seront identifiées, immatriculées avec un titre foncier. L'opération concerne l'ensemble du pays. Il est donc demandé aux usagers de faciliter le travail des membres de la commission. Direction 100, hier 10 octobre 2024, restera longtemps gravé dans la mémoire des Sanois. Pour cause, le camp militaire a été inauguré par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Bâti sur une superficie de 500 hectares, ce joyau architectural pourra enfin accueillir le 23e régiment d'infanterie motorisée placé sous le commandement de la région militaire numéro 2 de Ségou. Cette volonté du président de la transition à sécuriser les Maliens va porter un coup aux ennemis de la paix qui sévissent dans la région de 100. La correspondance de Drissa Koni. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de 100. Dans ces derniers temps, la région de 100 et environ ont été agitées par le mouvement des groupes armés terroristes. D'où la nécessité absolue d'un camp militaire dans la région de 100. Et c'est ce joyau architectural bâti sur une superficie de 500 hectares qui est inauguré ce jour 10 octobre 2024 par le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une date est désormais gravée dans les annales de l'opérationnalisation de la 17e région. C'est pourquoi les populations de 100 sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Félicité Diarra, maire de la commune urbaine de 100. Après la pose de la première pierre, le 23 mai 2023, nous voici aujourd'hui, le 10 octobre 2024. Une chance pour chacun et chacune de nous d'être ici présents ce matin en temps de l'ouverture du camp militaire de la région de 100. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de 100. Ce nouveau camp militaire, fortement attendu par les populations de la région, suscite à la fois joie et espoir chez elles. Joie parce qu'elles ont la ferme conviction que leur sécurité sera désormais assurée par les forces armées maliennes. Espoir parce qu'elles sont certaines que leur région, désormais enracinée dans la Marsanké, couverte par la densité des feuillages du Boitou et du Miankala, sera indubitablement préservée de l'incursion des terroristes qui sèment souvent terreur et désolation. Positionné à Ségou par manque d'emprise, le 23e régiment d'infanterie motorisée pourra enfin intégrer les lieux qui lui est destiné afin de faciliter la traque des ennemis de la paix qui perturbent la quiétude des populations. Général des brigades Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre.
Les infrastructures ainsi réalisées abriteront le 23e régiment d'infanterie motorisée placé sous le commandement de la région militaire numéro 2, c'est-à-dire la région militaire de Ségou. L'infanterie, ce camp n'est pas seulement un bâtiment. Il représente notre détermination à garantir la paix et la sécurité, à la fois pour notre pays et nos alliés. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce joyau militaire, s'étendant sur 500 hectares, vient harmoniser les dispositifs et le maillage sécuritaire des centres. Désormais, transformé en ville garnison hautement sécurisée, le camp répond pleinement à la vision édictée par le chef de l'État. Plusieurs présents ont été remis au ministre Kamara, dont 4 bœufs pour dire au bismillah aux militaires qui occuperont bientôt les lieux. Une visite guidée du camp a suivi cet acte hautement apprécié par l'hôte du jour. Le ministre Sadio Kamara, dès son arrivée, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices de la ville de San, Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. AES, actualité. Au Burkina Faso, d'abord au quartier Pissi de Ouagadougou, se trouve le centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. La structure dispose d'une bibliothèque avec des ouvrages parlant de leaders panafricains comme le capitaine Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba et bien d'autres. Elle a vu le jour grâce aux actions de Inem Richardson, une afro-américaine résidente à Ouagadougou, et d'autres personnes. Elle s'est aussi lancée dans la formation des jeunes et des intellectuels au panafricanisme, allant à la découverte du centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine dans ce reportage de Judicaël Kafando. Thomas Sankara était un mot révolutionnaire de Haute-Volta. Une dizaine de jeunes élèves à l'école des idéaux du père de la révolution burkinabé. Ces pionniers découvrent ainsi la personnalité qui a marqué, de par ses actions et son charisme, l'histoire du Burkina Faso. Nous sommes au centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine, situé au quartier Pissi de Ouagadougou. Le programme de la soirée a intéressé Samiratou Kabouré, une élève en classe de 5e. J'ai appris l'histoire de Thomas Sankara et ça m'a bien touché qu'eux aussi doivent venir au centre Thomas Sankara pour bien apprendre l'histoire du monde entier, de tous les panafricanistes et les révolutionnaires qui ont lutté pour l'Afrique. Cette formation des élèves est l'un des programmes du centre, au dire de Inem Richardson. 3 ans déjà que cette afro-américaine réside à Ouagadougou. Pour la fondatrice du centre, l'ambition, c'est la formation de l'élite de demain en vue de la libération totale de l'Afrique. On a essayé d'inculquer ces enfants avec des valeurs révolutionnaires, à leur donner une base en histoire africaine, le panafricanisme, les luttes contre l'impérialisme et pour la patrie. Cette libération passe notamment par inculquer des connaissances à la jeunesse sur la vie et la vision du panafricain comme Kwame Nkrumah. Outre la formation, le centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine dispose d'une bibliothèque riche de dizaines de livres, des ouvrages que le lecteur peut emprunter gratuitement pour parfaire sa culture générale, selon le cofondateur du centre, Mwenla Sida Wilfried Fabrice Sempouri. Au Burkina Faso et en Afrique, nous avons toujours un retard par rapport à la lecture, à la formation politique et idéologique, parce qu'il n'y a pas plusieurs façons de pouvoir se former. Une bonne partie, c'est à travers les livres. Le souhait des responsables du centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine, c'est l'édition au Burkina Faso de livres qui prônent le panafricanisme. Au Niger, à présent, le ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a présidé hier à Niamey l'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans le cadre de la rentrée scolaire prévue le 28 octobre prochain. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, environ 1200 tonnes de matériel didactique qui seront mises à la disposition des établissements scolaires. Précisons que ces fournitures ont été acquises sur fonds propres de l'État. Les détails, Issoufi Al-Badjar.
Après le report de la rentrée scolaire 2024-2025, tout est fin prêt pour la reprise totale et effective de l'année académique 2024-2025 prévue 28 octobre 2024. La ministre en charge de l'Éducation nationale, qu'accompagne ses plus proches collaborateurs, a donné hier dans l'après-midi le coup d'envoi de l'opération de la première vague d'acheminement des fournitures scolaires à l'intérieur du pays, notamment dans les régions de Difa et Agadez. Dr Elisabeth Chérifa, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Cette année, nous avons des articles didactiques, des cahiers, et nous avons des cahiers personnalisés avec ce que nous avons de très précieux, les emblèmes de la nation. Nous avons la carte du Niger et derrière, pour stimuler le civisme dans nos écoles, nous avons l'hymne de la nation. Nous allons commencer vers les régions les plus reculées du pays. Aujourd'hui, les camions de Difa et d'Agadez vont pouvoir quitter Niamey pour ces régions. C'est au total près de 84 tonnes qui seront acheminées dans ces régions sur un total de près de 1200 tonnes qui seront mises à la disposition de nos établissements et centres de formation cette année. À noter enfin que l'éducation constitue un levier de développement de toute nation. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement lui accordent une importance particulière. Allez, on file au sport. Basketball African League 2025, tournoi qualificatif au top 16. Le stade Malien de Bamako a été battu 85-66 par Al-Ali de Tripoli de Libye. Football, le Mali affronte la Guinée-Bissau ce soir au stade du 26 mars. Eh bien, c'est dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une troisième journée qui a donc démarré hier. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Le Mali reçoit la Guinée-Bissau ce vendredi dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 à partir de 19h au stade du 26 mars. Match serré sur papier entre le Mali deuxième avec 4 points à égalité avec le leader de Mozambique et la Guinée-Bissau troisième avec une longueur de retard sur son adversaire le Mali. Le vainqueur de ce duel se détachera au classement et prendra une option sur la qualification à la CAN 2025. En attendant, le match retour pour la quatrième journée des éliminatoires le 15 octobre à Bissau. Car finaliste de la dernière CAN, le Mali s'avance logiquement en favori, même si les Aigles sortent d'un mois de septembre mitigé pour la première du nouveau sélectionneur, Tom Selfit, avec un nul à domicile contre le Mozambique 1-1, suivi d'une victoire à l'extérieur contre les Swatini 1-0. Le dernier face-à-face entre les deux équipes a largement été dominé par les Aigles du Mali, lesquels ont corrigé l'équipe bissau-guinéenne 6-2, pas plus tard qu'en janvier dernier, en préparation pour la CAN 2023. Encore le capitaine des Aigles, Yves Bissouma, l'équipe entend tout mettre en œuvre pour une victoire face à la Guinée-Bissau. Il est au micro de Abdul Karim Kawa. Il y a un bon mood, voilà, on attend le match et voilà, on est prêt. Toujours eu le même état d'esprit et voilà, c'est sur cette lancée qu'on va se baser pour entamer ce match. C'est l'équipe nationale, on sait tous ce que l'équipe nationale représente pour chacun de nous. Pour le sélectionneur des Aigles, Tom Senfit, l'équipe est concentrée et mettra tout en œuvre pour une bonne performance cet après-midi. Toujours au micro d'Abdul Karim Kawa. Naturellement, chaque rencontre, on est sérieux. Nous sommes l'équipe nationale, nous sommes des ambassadeurs du football malien et on espère que le stade est plein. Les spectateurs sont supportifs comme les derniers matchs contre Mozambique. Et on a besoin d'une bonne performance et un bon résultat. Je suis content avec l'équipe qui est là. On est concentré, on a bien travaillé les derniers jours. On a de bons joueurs et demain ça doit passer. On est là, on va jouer offensif, agressif et on veut créer beaucoup d'occasions. Et Inch'Allah, on va marquer quelques buts pour la victoire. Et une rencontre à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. Le programme de ce vendredi prévoit Auto Mali, Guinée-Bissau. Il y a donc Guinée équatoriale, Libéria à Palabo, Zambie, Tchad à Ndola, Mozambique et Swatini à Maputo, Madagascar, Gambie à Casablanca au Maroc, Cameroun, Kenya
au stade de Japoma de Douala, Égypte-Mauritanie au stade du Caire, Nigeria-Libye à Uyo, Bénin-Rwanda au Félicia en Côte d'Ivoire, Ouganda-Soudan du Sud à Kampala, Afrique du Sud, Congo à Port-Elizabeth, Côte d'Ivoire-Sierra Leone à San Pedro, Tunisie-Comores à Rades, Gabon-Lesotho à Franceville, Angola-Niger à Luanda et Sénégal-Malawi à Dakar. Cette troisième journée prendra fin demain avec les rencontres Guinée-Éthiopie et Maroc-Centrafrique. Plusieurs matchs comptants pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 ont eu lieu hier avec un dénouement défavorable pour le Cap-Vert et le Ghana. Quart de finaliste de la dernière CAN, le Cap-Vert a complètement déchanté en s'inclinant 1-0 à domicile à Praia face au modeste Botswana. Toujours pas de victoire pour le Ghana. Si la situation n'est pas encore dramatique pour le Cap-Vert, en revanche, cela commence sérieusement à être difficile pour le Ghana. Malgré 2 matchs sur 3 disputés à domicile, les Black Stars ne comptent que 2 points à mi-parcours et ils occupent seulement la 3e place du groupe F, virtuellement insuffisant pour se qualifier pour la phase finale. À Accra, les Black Stars ont buté sur le Soudan 0-0. Leader de son groupe avant le premier match de sa double confrontation contre la Tanzanie, la RD Congo a empoché un 3e succès du rang et prend une sérieuse option pour la qualification à mi-parcours. Sur la pelouse du stade de Martyrs de Kinshasa, les Léopards n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s'imposer d'une courte tête 1-0. L'Algérie a cartonné le Togo 5-1 et le Burkina Faso a largement battu le Burundi par 4-1. Et pour terminer, parlons de BAL 2025, tournoi qualificatif au top 16. Le Sabrina de Bamako a été battu hier 85-66 par El Ali de Tripoli de Libye. Les Blancs de Bamako disputeront leur second match ce vendredi à 17h30 contre Crioles Sar du Cap-Vert. A noter que l'Union sportive du Force armée du Burkina Faso a signé forfait. Le Sabrina de Bamako est désormais dans un groupe à 3. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la filière avicole ou l'élevage de la volaille. Érigée en interprofession en 2023, cette filière regroupe près de 4000 acteurs. La filière avicole est pourvoyeuse d'emplois et elle œuvre pour assurer l'autosuffisance du Mali en poulet de chair et en œufs de consommation. Mais pour atteindre ces objectifs, la filière doit relever un certain nombre de défis, notamment financiers et organisationnels. La chronique du développement, c'est une réalisation d'Ismaïla Berté et Marc Dembélé. L'aviculture ou l'élevage de la volaille est une activité qui attire de plus en plus de personnes actives au Mali. Toutefois, la filière a besoin d'être mieux organisée afin qu'elle soit économiquement viable. Conscients de cette réalité, les acteurs de la filière, au terme de quelques années de plaidoyer, ont pu obtenir en 2023 le statut de l'interprofession. Dr Tcherno Sidibé est responsable au sein de l'interprofession avicole chargée de la lutte contre les maladies aviaires. On a gardé les 4 grandes familles. C'est l'Union nationale de la famille des producteurs de poussins. Il y a aussi l'Union nationale des fabricants d'aliments volailles. Il y a aussi l'Union nationale des marchands volailles. Il y a maintenant la grande famille, l'Union nationale des producteurs, c'est-à-dire des éleveurs qui produisent des poulets de chair, qui produisent des œufs de consommation, qui produisent aussi ce qu'on appelle le wassachet, que nous-mêmes nous avons développé au Mali, qui nous donne non seulement de très bons œufs, et qui nous donne aussi des poussins. Si les statistiques disponibles sont approximatives en termes d'intervenants et de quantités produites de volailles et de ses dérivés, la filière avicole est un domaine à explorer. Il en est de même pour son apport à l'économie nationale. Les producteurs de poulets de chair, on a recensé à peu près 2300. Ceux qui font les œufs de consommation, on a estimé à peu près ils sont autour de 1600. Voilà, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, on a produit en 2023 à peu près 10 millions de poussins chers et à peu près produits ici localement, avec les couverts que nous avons. Maintenant, en pondeuse, en 2023, on a à peu près 3 500 000 pondeuses. On nous assure à peu près 1 600 000 œufs à consommation dans l'année pour le Mali. Et pour les poulets de chair, le tonnage, à peu près, c'est dans les 15 millions de tonnes de poulets de chair que nous avons estimé produits en 2023. Mais il y a aussi poulets locaux. Nous avons nos farafichets, comme on le dit. Donc, on ne connaît pas très bien l'effectif, mais ça doit faire plus de 15 millions aussi. Le côté industriel, déjà, c'est les grandes industries qui se sont installées, n'est-ce pas, pour faire de l'aliment volaille. Tout ce qui, le poulet
Tout ce qui touche au poulet, pratiquement, ça touche à l'industrie. Et l'industrie, c'est des gros moyens, c'est de gros investissements et c'est beaucoup d'emplois. Ensuite, on est autosuffisant aujourd'hui en termes de poulet de chair produit. Capable d'assurer l'autosuffisance du Mali en poulet de chair et en œufs de consommation, la filière avicole fait pourtant face à des difficultés à l'interne. Fraîchement érigée en interprofession, elle passe à un palier supérieur pour relever les défis liés à son développement. Dr Tcherno Sidibé, le responsable chargé de la lutte contre les maladies aviaires. Les difficultés, il y a déjà d'ordre organisationnel, parce que tous les aviculteurs ne se retrouvent pas au sein de notre fédération. Il y a le financement, très important. Nous avons un problème de sous-financement du secteur. Tout le monde se débrouille pour financer. Et vous savez, pour faire une usine d'aliments, vous savez ce que ça coûte. Pour faire une ferme, même de 2000 pondeuses, facile, qui n'est pas... Vous mettez pratiquement 30 millions de CFA. Donc, on a un problème de financement. On a un problème de commercialisation aussi. Tout ça, c'est l'organisation parce que dans les autres pays, le producteur, il produit et il y a des supermarchés, etc., qui viennent acheter. Le marché est plus régulé. On a aussi l'importation illicite des produits de volaille. C'est interdit, mais c'est de la fraude, c'est de la contrebande. Il y a des gens aussi qui nous amènent des poulets congelés des États-Unis, qui sont même du Brésil, de l'Argentine, souvent des poulets qui ont 3 ans, 4 ans de congélation avec des produits, on ne sait pas, mais qui viennent par la fraude perturber nos marchés. Certes, le chemin d'un développement harmonieux est semé d'embûches, mais mieux organisé, la filière avicole peut créer beaucoup d'emplois, elle qui regorge de plusieurs domaines d'activité agricole, commerciale et industrielle. Merci Soumaïla Berté. À suivre le deuxième numéro de cette série qui va porter sur le premier salon international de la filière avicole vendredi prochain. Ce journal est à présent terminé. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Ndao qui m'a aidé à le préparer. Mise en onde de Mamadou Bedialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.